Bonjour François Asselineau, bienvenue dans cette matinale. C'est toujours un immense plaisir de vous avoir, comme on a été heureux de vous avoir à la fête du 1er mars. Et le beau discours que vous nous avez produit à cette occasion, bienvenue dans cette matinale de géopolitique profond. Le président de l'UPR, évidemment, l'homme qui veut débarrasser la France de cette prison des peuples qu'est Bruxelles. Bonjour François. Bonjour Nicolas Stocker, merci de m'inviter et puis bonjour évidemment à tous les auditeurs. Voilà, François Asselineau, deux thèmes qui ont été développés d'ailleurs par les personnes qui vous ont précédé, que ce soit François Martin ou que ce soit Sylvain Ferreira. Finalement, où va l'Europe ? Un nouveau Yalta peut-être est préfiguré par les échanges. On va en savoir plus d'ailleurs aujourd'hui entre Trump et Poutine. L'Europe est absente, elle est belliciste, elle sort de l'histoire. Ça sera le premier grand thème que j'aimerais que nous abordions ensemble. Et puis le second, pour la France, mais c'est un thème récurrent, on n'y passera pas nécessairement le plus de temps, mais on l'évoquera comme ça a été évoqué avant, c'est-à-dire comment sortir la France de ce bourbier. Faut-il déjà commencer par se débarrasser, comme le dit François Martin, de celui qui bloque la situation, c'est-à-dire l'actuel chef de l'État, pour commencer. Voilà. François Asselineau, donc déjà l'Europe, la paix, la guerre, la Russie, l'Ukraine, les États-Unis. Eh bien, oui, de vaste programme. Il est en train de se passer exactement ce qu'un certain nombre d'observateurs, dont moi, avaient parlé depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. C'est-à-dire qu'en fait, cette affaire de guerre est en train de se résoudre par un accord suprême entre Washington et Moscou, et effectivement, l'Europe est observatrice. Alors, ce qui est absolument condamnable de la part de Macron, puis des autres dirigeants européens avec lui, c'est de ne pas avoir compris ça suffisamment tôt. Et à mon avis, la meilleure chose que devrait faire Macron en ce moment, c'est de se taire. Voilà. Et puis d'avaler le calice jusqu'à la lime, mais au moins sans la ramener, pour parler en termes un petit peu vulgaires. Parce qu'en plus de ça, il essaie de la ramener. Et ça devient carrément insupportable. En réalité, il y a quelque chose. Moi, j'avais bien aimé l'altercation qui a eu lieu entre Trump et Zelensky à la Maison-Blanche, parce que Trump a eu une expression qu'il a utilisée à plusieurs reprises, et il a dit à Zelensky, vous n'avez pas de carte en main, vous n'avez pas les cartes en main. Et ça, cette expression qui, on dirait celle d'un joueur de poker, il ne faut pas oublier que Donald Trump, c'est d'abord et avant tout un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui a écrit d'ailleurs un ouvrage sur l'art de négocier, l'art des négociations. Et donc, c'est quelqu'un qui vit dans un référentiel mental qui est vraiment très, très différent de celui dans lequel vivent un certain nombre de responsables politiques français, quelle que soit leur couleur politique. C'est-à-dire que lui, il est là, Trump, pour assurer les intérêts des États-Unis d'Amérique et du peuple américain. Et puis, il fait du bluff. Il fait du bluff et il mesure parfaitement quelles sont les cartes que chacun a en main. Il a bien compris que s'agissant de l'Ukraine, les Russes, ils ont beaucoup de cartes en main, à commencer par le fait qu'ils résistent depuis des mois, depuis maintenant 3 ans en fait. Ils résistent à une coalition d'une quarantaine d'États, dont les États-Unis d'Amérique, ce qui est quand même extraordinaire, sur un front de 2000 kilomètres, ce qui n'est pas moins extraordinaire. C'est un front qui est à peu près de la longueur de Strasbourg à Hendaye. Hein. C'est quand même quelque chose de très, très considérable. Le pays est donc a ses atouts militaires. Deuxièmement, Poutine est très, très largement soutenu par la population russe d'une façon considérable. Parce que les Russes ont perçu qu'en fait, il s'agit d'un conflit existentiel. C'est vraiment quelque chose d'extraordinairement important à comprendre et que ne veut pas comprendre l'oligarchie euro-atlantiste, ou qu'elle fait semblant de ne pas comprendre, plus exactement. Donc les Russes, ils se battent pour la Russie. Voilà, pour la Sainte Russie. Hein. Ça, c'est absolument fondamental. Comment ça a toujours été dans l'histoire de la Russie, ce qui a assuré la victoire de la Russie. Rappelez-vous, lorsque Hitler, en 1941, en juillet 1941, déclenche l'opération Barbarossa, à la surprise générale, en tout cas à la surprise de Staline. L'histoire raconte que Staline a été prostré dans sa datcha, ou je ne sais pas où. Il était effondré parce qu'il avait fait confiance à Hitler jusqu'au bout, malgré les mises en garde d'un certain nombre de son entourage.
Et lorsqu'il a entendu des gens venus le chercher, il a cru qu'il allait être arrêté, en fait, par le Politburo. En fait, pas du tout. Il avait tellement mis sa main sur la société soviétique que les gens étaient venus lui dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et Staline, le grand Staline, celui qui avait fait la dékulakisation, celui qui avait fait la collectivisation des terres, celui qui avait lancé des campagnes d'athéisme, etc., eh bien, on a appelé à la Sainte Russie. C'est-à-dire que lorsque là, c'était la Russie, c'était son existence même qui était en cause. Et ça, il faut bien comprendre que c'est ça que les Russes, ils ont en ce moment à l'esprit. Il ne faut pas sous-estimer d'ailleurs le substrat religieux et du côté moscovite et du côté washingtonien. Hein. C'est-à-dire que du côté russe, rappelez-vous que Kirill II, le patriarche de toutes les Russies, depuis le début, a soutenu et approuvé l'opération militaire spéciale. Hein, ça, c'est important. De la même façon que les références au christianisme, au catholicisme, du côté américain, sont désormais incessantes, que ce soit chez Donald Trump, que ce soit chez Vance, que ce soit chez Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, que l'on a vu apparaître le mercredi décembre avec une croix de cendre sur le front. C'est très impressionnant. Hein. Donc on a de part et d'autre deux colosses internationaux qui fondent leur action sur des valeurs les plus essentielles, en fait. Hein. Vance a dit que le combat que menaient les États-Unis d'Amérique était conforme aux enseignements du Christ. C'est pas rien, hein, de dire ça dans le monde d'aujourd'hui. C'était conforme à la vérité, la liberté. Il voulait revenir à la vérité, sauver les vies humaines, sauver les vies, par exemple, des soldats ukrainiens qui sont faits comme des rats dans le chaudron de course, etc. Et face à ça, on a effectivement l'Europe qui, elle, finalement, ne sait pas très bien pourquoi elle se bat. En tout cas, les peuples ne comprennent rien. Ils sont tenus par le bout du nez par les médias, mais on voit bien que le cœur n'y est pas. Il y a une propagande d'État absolument inimaginable. Je pense, enfin moi, je crois avoir rarement vu ça de mon vivant. Je pense qu'il faut remonter peut-être à 1914 pour qu'on connaisse une telle propagande d'État où absolument tous les médias sont mis à la disposition de Macron et de ses commanditaires. Voilà. Alors on est l'Europe là-dedans, elle est un petit peu. Alors j'ai déjà utilisé dans d'autres interviews, j'ai déjà utilisé cette comparaison que je trouve quand même vraiment pertinente. C'est pour ça que je l'ai fait et que je vais vous la redire, mais je pense qu'on assiste un petit peu à la réplique sismique de l'effondrement du camp du socialisme. Ce qui s'était passé en 89, 90, 91, c'est que tous les dirigeants d'Europe de l'Est qui avaient été portés au pouvoir par le Kremlin se sont sentis d'un seul coup trahis par le Kremlin. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais pu imaginer dans l'histoire, en fait. C'est-à-dire que le pouvoir essentiel que tenait Erich Honecker en RDA, Gustav Husak en République tchécoslovaque, Todor Živkov en Bulgarie, Ceausescu en Roumanie, le général Jaruzelski en Pologne, etc. Tous ces gens tenaient leur pouvoir, en fait, fondamentalement, du soutien du Kremlin, qui avait veillé d'ailleurs à leur nomination, et qui surveillait tout ça. Et le grand coup de tonnerre, ça a été d'abord l'explosion de la centrale de Tchernobyl en 26 avril, je crois, 26 avril 1986, et les enseignements qu'en a tiré ensuite Gorbatchev, qui, au lieu de faire une sortie du communisme à la chinoise, c'est-à-dire sans jamais le dire ni l'avouer, en maintenant le pouvoir du Parti communiste, c'est ce qu'ont fait les Chinois plus tard, tout en adoptant en fait les règles les plus capitalistes qui soient, lui, Gorbatchev, il a raisonné de façon très rationnelle en posant les choses en termes de principes. Donc il a lancé la politique dite de transparence, glasnost, et de réforme, perestroïka. C'est d'ailleurs ce qu'on nous donne souvent, nous, comme viatiques, on nous dit qu'il faut de la transparence et faire des réformes. Et donc, il a lancé levé la censure à partir de 1987, et puis ça a été de plus en plus torrentiel. Et en 1989, rappelez-vous, c'est en avril, je crois, 1989, il donne son accord à ce que le gouvernement hongrois, qui était déjà un petit peu différent des autres, eh bien, donne des coups de canif dans le rideau de fer entre la ville de Sopron, qui est à l'ouest de la Hongrie, et le Burgenland autrichien, à 80 km au sud-est de Vienne. À partir de ce moment-là, donc, on peut circuler librement de la Hongrie à l'Autriche.
Rappelez-vous ce qui s'est passé dans les jours, les semaines qui ont suivi. Énormément d'Est allemands qui prenaient leur Trabant, leur petite voiture, et qui partaient d'Allemagne de l'Est, qui traversaient la République tchèque, qui entraient en Hongrie et qui de là passaient en Autriche, puis ralliaient l'Allemagne de l'Ouest. Ça revenait en fait à avoir saboté le mur de Berlin. Face à ça, tout l'été 1989 et le début de l'automne, les démocraties populaires sont effarées, elles sentent que le pouvoir leur glisse entre les doigts, voilà, ils n'ont plus prise sur les choses. Ils demandent le secours du Kremlin, mais le Kremlin ne veut pas les secourir. Et il y a ce fameux voyage de Gorbatchev qui se rend le 15 ou le 16 octobre 1989 à Berlin-Est. Il rencontre Erich Honecker et il a cette phrase qui est restée célèbre, la vie ne pardonne pas à ceux qui arrivent trop tard. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, ben voilà, c'est fini. Il n'y a plus de soutien du Kremlin. Et Honecker tombera 2 jours après. Et à partir de ce moment-là, c'est une espèce d'effet de domino. Tous les pays de l'Est se rendent compte, les dirigeants se rendent compte qu'ils ne sont plus soutenus par celui qui était leur âme damnée, qui était celui qui tirait les ficelles. Alors, toute chose égale par ailleurs, hein, comme en mutatis mutandis, comme on dit en latin, eh bien, c'est un peu la même chose qui se passe en Europe occidentale. C'est-à-dire que on voit des gens comme Macron qui a été poussé par l'État profond euro-atlantiste. Des rumeurs circulent sur qui est vraiment Emmanuel Macron, vous le savez. Et c'est vrai que c'est un personnage dont on connaît finalement peu de choses, en définitive, et dont le parcours professionnel, j'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai en partie le même. Il lui est arrivé des tas de choses extraordinaires. Enfin, il a comme si des fées, des bonnes fées s'étaient penchées sur son berceau pour le catapulter à 38 ans à la tête de la France, en ayant droit à des passe-droits extraordinaires. Il n'a pas subi l'épreuve de grand oral de l'ENA au concours d'entrée. Il n'y a pas eu de classement de sortie. Il s'est retrouvé à l'inspection des finances. Il est sorti tout de suite chez Rothschild. Il paraît-il qu'il était nul. Il savait même pas ce que c'était que les grandes composantes financières d'un bilan. Et il paraît que David de Rothschild serait intervenu pour faire taire les oppositions pour le nommer associé gérant chez Rothschild. Tout ça. Enfin, c'est très, 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 très extraordinaire, cette histoire. Ouais. Donc, on voit qu'il y a de toute façon quelqu'un ou des forces qui ont catapulté Macron. Je l'ai vu mieux que quiconque en 2017, puisque moi, je n'avais droit à des miettes de passages médias et on m'agonisait d'injures, de sarcasme. J'étais complotiste, conspirationniste. On n'entrait jamais dans ce que je disais, alors que, rappelez-vous, Macron avait tous les médias à sa disposition. Donc, ce sont ces forces-là, en fait, maintenant, que combat le pouvoir de Washington. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. Et on voit bien, et d'ailleurs, Macron n'est pas le seul. Quelqu'un comme Glucksmann, par exemple, qui défraye la chronique ces jours-ci, parce qu'il a dit qu'il fallait que les Américains nous rendent la statue de la liberté de Bartholdi. Voilà, il a dit ça. Alors je voyais de Gustave Eiffel. Oui, les deux. Oui, c'est les deux. Oui, c'est ça. Les deux. Enfin, le sculpteur, c'est Bartholdi. Voilà. Oui. Et donc, il a dit ça. Bon, mais comme l'a dit un blogueur que j'aime bien, nous, il faudrait qu'on demande aux Américains de reprendre Glucksmann. Hein. On le change. Voilà. C'est en fait une créature de l'État profond américain, Glucksmann. C'est rien d'autre. Voilà. Donc, lui, Glucksmann, par exemple, mais tous les autres, des gens comme Jacques Attali, qui décrit quasiment Trump comme un nouvel Hitler, enfin, toute la presse française qui a été arrosée par USAID, etc., devient d'un seul coup d'un anti-américanisme flamboyant. L'histoire est vraiment très étonnante. Il y a des rebondissements inouïs et on en est au point. Hier, j'étais sur Israël 24 News. D'ailleurs, il y avait un des participants au débat auquel j'assistais qui voulait me brocarder en disant que maintenant, je trouvais que Trump était formidable, que j'étais devenu atlantiste. Je l'ai repris. Je ne suis pas atlantiste. Je suis toujours pour sortir, et plus que jamais pour sortir de l'OTAN. Mais en revanche, ce que je montre, c'est que je ne suis pas un anti-américain primaire, comme me l'avait dit Léa Salamé. Moi, il y a des gens formidables aux États-Unis. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on reproche à Trump, on nous dit que c'est un dictateur, mais en fait, il applique le programme pour lequel il a été élu, quand même.
C'est ça qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un État profond qui s'est installé en Europe, qui, si j'ose dire, va se réfugier dans les tissus, comme on parle d'une peau, vous voyez, c'est incrusté là-dedans comme un parasite dans les tissus de la construction européenne, parce qu'ils ont perdu le pouvoir à la Maison-Blanche. Ils continuent à exercer un pouvoir en sous-main, tous les National Endowment for Democracy, les Atlantic Council, Hudson Institute, etc. Tout ça, ça continue d'exister pour promouvoir l'agenda des néoconservateurs et des gens style Biden, Obama, Hillary Clinton et compagnie. Mais en fait, on a l'impression qu'ils se sont jetés sur ce qui reste des institutions européennes comme une espèce de repli tactique le temps que ça passe à Washington. Donc voilà un petit peu comment je vois les choses. Et le discours donc de Macron, qui est un discours vraiment, je sais pas, enfin tout le monde peut mesurer qu'il est fou en fait. D'ailleurs, pour le petit hasard de l'histoire, vous avez vu, je terminerai là-dessus, vous avez vu ce petit hasard de l'histoire, c'est que c'était hier, je crois, ou avant-hier, on célébrait les 5 ans de son discours dans lequel il annonçait le confinement généralisé de la population française pour le Covid. Ça fait déjà 5 ans. Oui, oui. Mais on repassait, excusez-moi, et on repassait en boucle son discours de l'époque, je crois que ça devait être le 16 mars, ça devait être ça, 2020, où il disait « Nous sommes en guerre ». Et oui, et plusieurs fois. Et là, il nous a dit « Nous sommes en guerre ». C'est-à-dire qu'en fait, ce type, depuis qu'il est à l'Élysée, il ne rêve que d'une chose, c'est il y a une espèce de, ce que les Allemands appellent Schadenfreude, une espèce de joie mauvaise, de joie maligne au sens du malin, de quelque chose de démoniaque, à dire aux Français, nous sommes en guerre, vous allez mourir, etc. Sous-entendu, moi, de toute façon, je suis protégé. C'est quelque chose, franchement, qui est assez terrifiant parce que, normalement, enfin, je sais pas, il risque très fort d'être complètement démenti par les événements. Enfin, ça, c'est la question sans doute que vous allez me poser. Ben oui, démenti par les événements, mais on le voit en effet comme un animal sauvage qui rôde autour et qui cherche la faille. Ils sont dans la recherche permanente. C'en est très inquiétant, que ce soit Starmer ou lui, mais surtout lui, finalement, plus encore que les Baltes, plus encore que les Polonais. On a l'impression que il cherche à se faufiler dans une faille pour créer un conflit généralisé. On le voit que cette histoire de cessez-le-feu où tout de suite ils enverraient des troupes de l'OTAN, finalement, il faut dire ce qu'il en est, en Ukraine, ce dont ne veut absolument pas Poutine, et Macron qui se permet de dire, mais de toute façon, Poutine n'a pas son mot à dire. Oui, c'est absolument pathétique, parce que quand on regarde, il suffit de regarder, faire preuve d'un tout petit peu de discernement. C'est pour ça que je suis personnellement triste de voir qu'il y a tellement de Français qui gobent la propagande gouvernementale. Il suffit de voir s'exprimer quelqu'un comme Vladimir Poutine ou comme le ministre des Affaires étrangères Lavrov. Ce sont des gens qui parlent de façon extrêmement calme, très posée et très construite et très rationnelle. Et il y a quelque chose que même les pires adversaires, je pense, de Poutine ne pourront pas nier, c'est que depuis le début, ils disent toujours la même chose. Ils ont toujours les mêmes buts de guerre. Vous savez, c'est important dans la polémologie, savoir quels sont les buts de guerre de chacun des acteurs. Donc les buts de guerre de la Russie sont extrêmement clairs depuis le début. Premièrement, ils veulent protéger les populations du Donbass au sens large, hein, donc la Crimée, les républiques du Luhansk, de Donetsk, et puis les régions de Zaporozhye et de Kherson. Voilà. Plus éventuellement Odessa. Ça, c'est le point numéro 1, protéger des bombardements incessants qu'ils ont eu depuis 2014. Point numéro 2, c'est neutraliser l'Ukraine rémanente, c'est-à-dire que l'Ukraine rémanente ne doit pas appartenir à l'OTAN, ne doit pas devenir une base militaire s'apprêtant à attaquer la Russie. Et troisième point, liquider les structures du pouvoir kievien actuel, qu'ils considèrent comme truffés de néo-nazis, pour avoir un régime réellement démocratique. Ce sont leurs 3 points. Ils n'en ont jamais changé.
Face à ça, on a affaire du côté occidental, en particulier du côté français, à une espèce d'agitation vibrionnaire, hystérique en fait, hein, à la fois de Macron et d'un certain nombre de commentateurs, à commencer par Glucksmann, mais tous ceux qu'on voit, hein, les Nicolas Tenzer, le professeur Sciences Po, le général Yakovlev, comment il s'appelle également, Monsieur Titelman, etc. Enfin, tous ces gens que l'on voit défiler sur les plateaux de LCI, de BFM TV, de TF1, etc. Et eux, depuis 3 ans, ils ne cessent que de changer leur narratif. Sans arrêt, ils changent de narratif. Au début, c'était une agression militaire. La Russie allait être écrasée. La Russie était obligée de prendre des puces dans des vieux réfrigérateurs pour faire fonctionner une armée qui était au bout du rouleau. Quant à la santé de Poutine, il était lui-même au bout du rouleau. Il avait une dizaine de cancers avérés, plus les pieds plats, la maladie d'Alzheimer, le complexe d'Asperger, etc., etc. Rappelez-vous. Bon. Et puis, on allait voir ce qu'on allait voir. Bruno Le Maire expliquait qu'on allait mettre à bas l'économie russe. Et puis, petit à petit, ce narratif a changé pour que maintenant, on nous explique que cette espèce de tigre de papier qui allait s'effondrer dans la minute, maintenant devient l'armée la plus dangereuse du monde, avec quelqu'un qui veut en fait conquérir toute l'Europe. Mais dans un cas comme dans l'autre, tout est faux en fait dans ce narratif. Voilà, je l'ai déjà dit ailleurs, enfin je suis pas le seul d'ailleurs à le dire, mais les Russes, non, si on y réfléchit un peu, non seulement les Russes ont toujours expliqué ce qu'ils voulaient, mais ils ont toujours dit ce qu'ils ne voulaient pas. Poutine a encore dit il y a quelques jours qu'il était hors de question pour lui de conquérir l'Europe. Il n'en a absolument aucune envie. D'une part parce qu'il a un territoire qui fait 33 fois la superficie de la France, 17 millions de kilomètres carrés, avec une population qui est de 150 millions d'habitants, 150, c'est-à-dire 2,5 fois la population française. Donc le problème numéro 1 de Poutine, enfin pas numéro 1, mais un des problèmes principaux que Poutine en tant que chef d'État se pose dans sa tête, c'est il aimerait mieux avoir 300 millions de Russes, autant que d'Américains, plutôt que 150 millions. Et donc lui, son histoire, c'est plutôt de promouvoir la natalité, de favoriser l'immigration chez lui, d'ailleurs une immigration choisie venue de pays d'Europe de l'Ouest. D'ailleurs, il accorde assez largement, si j'ai bien compris, des visas d'installation. Mais il ne va certainement pas aller s'installer en Europe parce qu'il n'est pas bête. Il sait très bien que dans le Donbass, là où il y a eu les républiques, ont déjà été assimilées à la Russie par des actes de droit interne russes qui ne sont pas reconnus internationalement, mais qui sont tels reconnus par la Russie. Les choses se passent bien. Il n'y a aucun mouvement il n'y a pas de population qui se rebelle. Hein, on a voulu nous faire croire, par exemple, que le référendum en Crimée avait été frelaté, mais c'est pas vrai. Moi, je suis allé en Crimée. 98% des gens là-dedans qui sont russophones, russophiles. Les Tatars de Crimée ont été persécutés par Staline. Ils avaient été envoyés au-delà de la Volga. Ils sont revenus récemment, mais c'est un peu les agents occidentaux, si l'on peut dire. Mais l'écrasante majorité des habitants de Crimée veut vivre en Russie. Voilà. Et donc, il y a, notez bien, tous les médias, aucun média officiel ne parle, et pour cause, de troubles qu'il y aurait dans les républiques qui ont été assimilées à la Russie. Parce que Poutine, il sait que les gens, il sait ce qu'ils veulent, en fait. Ils veulent être russes. Mais Poutine ne va pas s'amuser à aller s'installer dans le nord-ouest de l'Ukraine, parce que Poutine sait parfaitement que là, les Russes sont absolument haïs. Voilà, j'ai toujours dit, vous le savez, il y a deux pays dans un seul avec cette Ukraine. Et donc, Poutine, il sait que s'il envoyait ses troupes à Lvov ou dans le nord-ouest, il se heurterait en permanence à des actes de résistance, de sabotage, etc. Et en fait, ça serait l'enfer pour l'armée russe, un peu ce qui est arrivé, par exemple, aux Soviétiques en Afghanistan. Je ne parle que de l'Ukraine, du Nord-Ouest. Alors évidemment, imaginez qu'ils entrent en Pologne ou qu'ils entrent en Allemagne. Alors les gens qui croient qu'ils vont venir jusqu'en France, mais il faut être complètement siphonné. D'abord, rappelez-vous aussi qu'il a quand même face à lui à une quarantaine d'États, et ça n'est pas si facile que ça de tenir. Il n'a pas réussi encore tous les buts de guerre, Poutine. Donc on nous explique maintenant, vous avez Monsieur Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, qui dit le
le front se rapproche dangereusement. Il se rapproche de 0,1% de la distance entre le Donetsk et la ville de Paris tous les ans à peu près. Hein. C'est-à-dire il faudrait 0,2%. Quoi. Il faudrait 500 ans, un demi-millénaire à cette vitesse pour que les chars arrivent à Paris. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Les Russes n'ont pas envie, mais pas du tout envie d'être une armée d'occupation en France. Faut être dingue pour penser un truc pareil. Ça n'est surtout pas l'intérêt des Russes. Donc en fait, on a un narratif pour faire peur aux gens, pour l'objectif final étant quoi? Étant sans doute peut-être de faire oublier des questions de politique intérieure, hein, ça c'est possible. Peut-être de faire aussi oublier des questions le concernant et concernant son couple, hein, parce que il y a une espèce d'immense silence sur toute cette affaire. Enfin, le livre de Xavier Poussard, il est numéro 1 mondial sur Amazon depuis des semaines maintenant, enfin depuis des jours et des jours. C'est quand même une histoire assez incroyable. Donc peut-être pour faire oublier ça, peut-être pour faire oublier la situation économique en française qui est catastrophique, la situation sociale, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, parce qu'en ce moment, vous avez vu qu'on reparle de nouveau d'une censure de Bayrou. Donc il y a cette espèce de fuite en avant. Macron, je pense qu'il est dans la cour des grands. Mais là, il y a aussi un problème vraiment psychiatrique chez Macron, je pense. C'est que je suis pas le seul. Enfin, je le dis depuis longtemps, mais je suis pas le seul maintenant. Il y a plein de gens d'autres qui le disent. Avant moi, il y a le fameux psychiatre italien qui l'avait dit avant son élection. Il y a quand même Zegatori, Adriano Zegatori. Voilà, il y a Salvini en Italie qui a dit là, c'était hier ou avant-hier, que Macron était fou. C'est quand même voilà, c'est vrai. Et d'ailleurs, les autres, à part Starmer qui a l'air d'être à peu près aussi cinglé, mais les autres dirigeants d'Europe, on sent qu'il y a un malaise chez eux. Déjà, Viktor Orban en Hongrie, Robert Fico en Slovaquie ont déjà dit qu'il était hors de question pour eux de faire la guerre à la Russie, de participer au réarmement, machin chose. Deuxièmement, l'Italie, Madame Meloni a fait savoir qu'il était hors de question qu'elle envoie des soldats en Ukraine. Troisièmement, les députés néerlandais ont voté au Parlement de La Haye contre le programme des 800 milliards de Madame von der Leyen. Donc ça veut dire que le Premier ministre néerlandais, il a été désavoué en fait sur cette histoire. Et le résultat, c'est que Macron, pour essayer d'avoir son projet de défense européenne, il est obligé de fricoter avec le Britannique, qui est quand même en dehors de l'Union européenne, avec le ministre des Affaires étrangères turc, qu'il avait fait venir et avec le nouveau Premier ministre canadien. Donc au passage, ça veut dire que le périmètre de l'Union européenne n'existe plus, en fait. C'est ça. C'est très impressionnant ce qui se passe en ce moment. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi, on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.